Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour notre webinaire sur le thème reçu, la planification, la maîtrise d'un projet par la focalisation sur le livrable. C'est une formation en deux étapes. La seconde étape se fera probablement courant le mois de juillet, mais on vous reviendra par mail. Et elle consister à vous former sur le suivi, le pilotage et effectivement sur les KPI. Donc, avant de passer la parole à notre speaker, je voudrais introduire le PMI pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Je crois qu'on a des membres parmi nous. On va quand même présenter brièvement et après laisser M. Étienne nous entretenir. Donc, le PMI pour Project Management Institute est une association de gestion de projet. On a pour coutume de dire l'association principale de gestion de projet qui regroupe des professionnels dans le monde entier et c'est une association qui continue en grandissant avec des chapitres un peu partout dans le monde. Et vous êtes avec nous, le chapitre Côte d'Ivoire et le pôle Brest de PMI France, piloté par notre speaker lui-même. Le PMI, c'est plus de 664 000 membres avec nos certifications portées par plus d'1,6 million de personnes. On est dans plus de 214 pays avec 62 chapitres. Entendez par chapitre les représentations niveau pays, mais pour des pays plus grands, on se retrouve à avoir plusieurs chapitres. On a plus de 14 000 volontaires qui sont des personnes qui s'engagent avec nous à faire la promotion de la gestion de projet au quotidien. Et on est connecté à plusieurs organisations. Au niveau de l'Afrique, on a de nombreux chapitres. On compte 20 aujourd'hui et on progresse pour aller peut-être vers 24 ou plus d'ici la fin de l'année avec des chapitres qui sont encore en train de naître dans certains autres pays. On représente pour les chapitres, on représente localement les membres qui partagent les mêmes réalités que nous. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes au chapitre Côte d'Ivoire, vous allez être en activité avec des personnes qui rencontrent les mêmes challenges que vous au niveau de la Côte d'Ivoire, qui partagent les mêmes réalités. On a parmi nos certifiés une majorité qui est constituée par les certifiés PMP, Project Management Professionnel, qui est la certification principale. Et au niveau du chapitre, depuis 2022, enfin, on existe depuis 2015, mais depuis 2022, on a une représentation de quelques-unes de nos activités qui se trouvent là. On a des formations en partenariat avec Orange. On a des webinaires comme celui-ci pour pratiquer. On réalise aussi des soirées, des activités où on apprend et aussi on essaie de se détendre, se connaître, que chacun puisse rencontrer des personnes du réseau. On fait aussi du social et on essaie de d'étendre le PMI au niveau des jeunes. Donc, on a commencé à être beaucoup plus actif au niveau des étudiants, notamment l'INP, et on a aussi lancé une campagne au niveau des étudiants qui va consister à faire entrer au sein du PMI les élèves lycéens qui sont dans des clubs au niveau des écoles. Donc, voici ainsi brièvement présenté le PMI. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas comment adhérer, du moins, à la fin de cette session, on va vous partager des liens. Et comme le sujet principal ici, c'est d'apprendre à planifier, on va passer la main à M. Étienne. M. Étienne, qui, vous avez pu le constater avec la présentation qui a été faite sur l'invitation et sur la page de l'événement, est quelqu'un de qualifié, qui est lui-même certifié PMP et certifié par le PMI comme PMP instructor, c'est-à-dire qu'il forme d'autres personnes pour l'obtention de leur certification. Donc, on peut dire qu'il sait ce qu'il fait et qu'il est dans le métier depuis longtemps.
Donc, ça va être difficile de vous demander d'accueillir M. Etienne sous des applaudissements. Je pense que c'est ce que vous le faites déjà. M. Etienne, je vous passe la main. OK. Merci, Kevin. Je pense que l'essentiel a été dit. Donc, on va commencer donc à parler de la planification de projet. Et c'est bon, tout le monde m'entend, hein? Répondez juste pour qu'on puisse, juste par écrit, j'imagine. Si vous ne m'entendez pas, vous envoyez un message. Kevin reçoit les messages. Et donc, je regarde, oui, oui, c'est OK, 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 parfait. Donc, très bien. Donc, réussir la planification et la maîtrise d'un projet par la focalisation sur le livrable. C'est un sujet essentiel, c'est la base même du management de projet parce qu'en plus, nous savons que tout projet part d'une initiative, d'une idée, et puis ensuite, une fois qu'on a eu l'idée, il faut la transformer donc en projet et puis la mettre en œuvre. Donc voilà. Je vais donc vous partager mon écran et puis ensuite après, les questions, comme Kevin a dû vous le dire dans sa présentation, vous pourriez donc poser vos questions durant donc, ma présentation là, et puis ensuite après, on aura un temps d'échange où on va parler donc des préoccupations, où on va échanger donc sur ce que vous aurez posé comme question, ou s'il y a des questions aussi qui arrivent en live, on les prendra si possible. Donc, je vous ai partagé l'écran. Et en principe, vous avez donc mon écran qui s'affiche. Un bref ou quelques brefs rappels par rapport à la gestion de projet d'ailleurs. À ce que c'est qu'un projet? On n'est peut-être pas tous familiers avec le vocabulaire, mais je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails ici. On a une organisation ou notre entreprise, si je reste dans le cas d'une entreprise, mais si une organisation, c'est-à-dire une organisation étatique, est dans un état actuel et pour X raisons, veut évoluer vers un futur désiré ou pas. J'ai mis point d'exclamation et point d'interrogation également. Ça peut être dans certains cas un futur qui nous est imposé parce qu'il y a plusieurs facteurs tels que la réglementation ou même la concurrence ou les besoins de positionnement concurrentiel qui nous imposent donc d'aller vers un futur, lequel un futur qui doit se dérouler dans un environnement VUCA. VUCA pour dire vulnérable, incertain, très complexe et plein d'ambiguïté également. Et dans ce contexte VUCA, il faut se débrouiller donc pour trouver les moyens pour passer de notre état actuel à l'état futur. Et c'est les projets, justement, qui vont être des vecteurs de changement. C'est des projets qui vont nous faire passer de cet état actuel que nous connaissons plus ou moins, notre entreprise et son fonctionnement actuel que nous connaissons plus ou moins, pour aller vers ce nouvel environnement avec toutes les incertitudes, avec toutes les interrogations qu'on peut avoir. Et donc, dans toutes ces incertitudes-là, face à toutes ces incertitudes-là, nous allons donc faire beaucoup d'analyses, des analyses d'impact, des analyses de bénéfices. Quels sont les bénéfices qu'on peut obtenir en passant donc de cet état actuel à cet état futur? C'est ce qui va être consigné dans ce qu'on appelle le business case. Plus simplement dit, c'est les études d'opportunité qu'on peut faire, l'opportunité de réaliser tel ou tel projet,
mais on peut aller plus loin, faire une analyse comparative et faire des études économiques qui nous font passer donc de l'état actuel à l'état futur, qui peuvent motiver pourquoi est-ce qu'on fera cet investissement. Évidemment, tout dépend du contexte dans lequel on va se situer. Si c'est un projet prise, c'est qu'on investit, on attend un retour. Si c'est un projet dans une organisation, c'est peut-être un service public. Donc, on n'est peut-être pas nécessairement en train d'attendre donc, un retour sur investissement. Mais le contexte est posé là, tel que nous l'avons. On a un état actuel qu'on maîtrise, ou plus ou moins, et on veut passer à un état futur, imposé ou désiré. Et c'est via les projets que nous allons le faire. Autre caractéristique d'un projet, donc par définition, un projet, c'est un ensemble d'activités qui va permettre donc d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés et on doit le réaliser dans un certain délai en mobilisant des ressources. Qui dit mobilisation de ressources va dire des activités à réaliser. Et donc, derrière, on va avoir ce qu'on va appeler des livrables. Le livrable, c'est ce que le projet va permettre de créer. Ça peut être plusieurs livrables, ça peut être un seul livrable aussi, tout dépend donc de la nature du projet. Et donc, qui va dire ces livrables-là, on peut les catégoriser donc en livrables intermédiaires et livrables finaux. Le livrable final, c'est ce que nous allons remettre au client et le livrable intermédiaire, c'est ce que nous produisons et qui doit être complété pour avoir donc un livrable final qui sera remis au client, au commanditaire du projet. Quelque chose à noter également, c'est qu'un projet est unique. Tout projet est unique et est surtout réalisé sous contraintes. Et ces contraintes-là sont matérialisées par ce que nous appelons le triangle des contraintes. En gestion de projet, ou alors dans certains cas, vous entendrez parler du triangle d'or. OK? C'est-à-dire la qualité, ou dans certains cas, à la place des qualités, vous verrez donc objectif tout simplement. Dans d'autres, c'est les délais. Et puis ensuite, les coûts. À la place des coûts, vous pouvez avoir également donc les ressources. Donc, la définition exacte donc qu'on peut, ou ce que PMI en donne d'ailleurs, d'un projet, c'est une activité temporaire. Temporaire pour dire que ça se passe sur une échelle de temps, c'est un début et une fin qui permet de réaliser un certain nombre d'activités pour atteindre des objectifs qui ont été fixés. Donc, en mobilisant des ressources. Voilà, c'est deux transparents qui nous permettent donc de faire ce bref rappel sur la gestion de projet. Je vous engage, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ces termes, à regarder donc le site de PMI ou tout autre site qui vous permettra peut-être de... Cela dit, tout projet implique donc un ou plusieurs commanditaires. Un commanditaire, ça peut être donc ce qu'on appellera donc le client du projet qui spécifie les besoins. Et puis ensuite, à côté du commanditaire, on va avoir ceux qui vont réaliser donc cette prestation ou ces prestations pour pouvoir créer l'outil ou le livrable qui a été donc demandé par le client. Et donc, il est important de s'interroger sur les axes à maîtriser pour garantir le succès donc d'un projet.
il y en a 6. Le premier, c'est le périmètre du projet. Le périmètre du projet, c'est tout ce qui va faire partie de ce que nous voulons créer, de ce que le projet doit faire, doit permettre donc de créer pour le client. Donc, c'est soumis aux besoins qui ont été spécifiés par le client. Ensuite, nous avons les délais. Nécessité donc de maîtriser le délai. Je vous disais tout à l'heure qu'un projet, c'est sur une échelle de temps, un début et une fin, et c'est connu, à ne pas confondre avec les opérations. Un projet, c'est un début et une fin qui sont clairement définis au moment où on lance le projet. Ensuite, les coûts. Les coûts, ça faisait partie du triangle des contraintes que j'évoquais tout à l'heure. Combien va coûter le projet? C'est un aspect à maîtriser également pour pouvoir garantir donc le succès du projet. La qualité, c'est les exigences de qualité qui seront définies. Il y a des processus qui sont donc déterminés également pour gérer la qualité au sens PMI. Hein. Et les risques en gestion de projet, ça on ne l'abordera pas dans le cadre donc de ce webinaire, mais sachez que les risques en termes de gestion de projet, un risque c'est un événement tout simplement incertain qui, s'il se produit, peut avoir un impact positif ou négatif sur un des objectifs du projet ou un des aspects du projet. Donc, le risque n'est pas nécessairement négatif et donc, en fonction donc, de la nature du risque, il faudrait donc savoir quelles sont les stratégies de gestion qu'on peut adopter. Si c'est une opportunité, on va tout faire pour que ça se produise. Si c'est une menace, on va tout faire pour essayer d'atténuer les effets et ainsi de suite. Il y a plusieurs stratégies qui vont avec en termes de gestion des risques, en tout cas liés à un projet. Enfin, les bénéfices. PMI dit tout simplement que lorsque vous faites un projet et que le projet produit quelque chose, un livrable qui n'est pas utilisé, c'est que votre projet est un échec. Parce que si on ne l'utilise pas, on ne verra jamais les bénéfices donc, qu'on n'utilise pas, qu'on devait obtenir en utilisant ce livrable. Et donc, dès le départ, au moment où on est en train de monter la charte du projet, au moment où on est en train de réfléchir même à l'opportunité de réaliser tel ou tel projet, on a déjà un plan de gestion des bénéfices, un plan de suivi des bénéfices du projet. Et par rapport à tout ça, ça peut être un rappel pour certains. Le cycle de vie en 3 phases, le cycle de vie d'un projet, on a ce qu'on appelle le pré-projet ou l'avant-projet. C'est ensuite, on a le projet en lui-même qu'on va réaliser et puis l'après-projet. Évidemment, durant toutes ces phases-là, il y a l'accompagnement au changement que je n'ai pas matérialisé ici. Et donc, dans la première phase, l'avant-projet, la phase avant-projet, c'est cette phase où on fait toutes les études de faisabilité. C'est là qu'on va monter le business case dont je vous parlais tout à l'heure. C'est là qu'on va commencer à réfléchir aux bénéfices qu'on pourrait tirer de la réalisation de tel ou tel projet. C'est là également qu'on va commencer à évoquer certaines contraintes et certaines exigences. Et comme ce webinaire parle de planification, déjà là-bas, on va commencer donc à évoquer une sorte de macro-planning. On va rester en ligne, on doit commencer le projet à telle date ou terminer à telle date en tenant compte des contraintes. Ça peut être du rétro-planning ou alors un planning dit normal. Ensuite, si on entre donc dans la vie du projet en lui-même,
C'est-à-dire, on a fait toutes nos études d'opportunité et puis ensuite, on est arrivé ici à cette phase de go, no go où on a pris la décision de réaliser le projet. Donc, si on a pris la décision de réaliser le projet, on va entrer donc dans le projet et faire donc la planification du projet. Ce qui donne ce qu'on appelle le PMP également, plan de management du projet. Et ce plan de management de projet va servir justement de référence de base pour contrôler tout ce que nous allons faire durant la vie du projet. Plus tard, si on a l'opportunité d'avoir un autre webinaire parlant de pilotage, ce plan de projet, justement, va servir de référence de base. On verra tout à l'heure dans l'exemple que je vous proposerai sur MS Project. Et puis ensuite, quand on a fini, on passe donc le livrable. Lorsque la dernière phase, là, on passe le livrable donc du produit, le livrable du projet, on le passe donc aux opérations. C'est-à-dire que ça va rentrer dans le patrimoine de l'entreprise, on va commencer à l'exploiter. Et c'est là qu'on peut venir faire l'évaluation des bénéfices. C'est là qu'on peut venir regarder si le projet a produit quelque chose qui peut participer aux objectifs tels qu'ils avaient été définis dans la première phase, ce pourquoi on a décidé de faire le projet. Donc, je ne vais pas rester beaucoup sur ces détails théoriques-là. Je vais faire un focus donc sur la planification du projet. Il y a différentes méthodes et approches de pilotage de projet. Et aujourd'hui, on entend parler, ou on en entendait parler, c'est ce qu'on utilisait beaucoup plus d'ailleurs, les approches prédictives. Les approches prédictives où on fait la planification dès le départ et on suit le plan qui a été établi. Ensuite, les approches adaptatives ou approches agiles. Et parmi les approches agiles, vous avez Scrum et bien d'autres approches que vous connaissez et pour lesquelles on va faire des livraisons. On utilisera donc l'incrémental et l'itératif. Et dans ce cas-là, on fait donc des livraisons très fréquentes. Ça veut dire tout simplement qu'on va planifier par vague, on va planifier sur du court terme. Et donc, les sprints, pour parler de Scrum, donc, au cours desquels on va donc dire on planifie, on exécute et ainsi de suite. Et il y a les approches dites hybrides qui prennent donc avantage à la fois du prédictif et de l'adaptatif. C'est aujourd'hui la tendance, le tout agile. On ne dit pas que le mouvement s'essouffle, mais il y a des interrogations. Et puis ensuite, le tout prédictif. Tout dépendra de la nature du projet. Est-ce un projet complexe? Est-ce un projet pour lequel on a beaucoup de visibilité ou pas sur ce que nous voulons créer? Selon la nature du projet, on choisira donc telle ou telle autre approche. Voilà donc, partie de ces approches-là, ce qu'on a. À partir de ces approches, on peut justement avoir les outils et méthodes qui vont varier quand on va passer d'une approche à une autre. Je ne vais pas faire la litanie de toutes ces méthodes-là. C'est une vue générale. En 1h30, on ne pourra pas passer tout en revue. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le PMP, le plan de management donc, du projet, est un outil de pilotage essentiel au succès. Hein. Ça sert de référence de base pour évaluer les performances du projet. Et dans ce sens-là, il permet donc de faire le suivi. Plus tard, lorsqu'on aura à parler, par exemple, des KPIs et donc des indicateurs de la valeur acquise, par exemple,
on pourra venir regarder l'avancement d'un projet. Et donc, en fonction de ça, en fonction donc du suivi de l'avancement avec l'EVM, on va avoir à prendre des décisions, voir si on consomme plus qu'il ne faut de ressources, si on consomme plus qu'il ne faut de temps, et ainsi de suite par rapport justement à notre PMP. Également, le PMP va permettre donc de mieux positionner les différentes ressources et mieux les exploiter par rapport à la vie du projet. Et à la fin, permettre donc de garantir, si possible, la satisfaction des parties prenantes, notamment en termes de respect des délais, en termes de respect des coûts et de plusieurs autres dont j'ai parlé, les 6 facteurs essentiels pour garantir le succès d'un projet. C'est pour ça que de suspension derrière. Kiron Bondal a fait une étude récemment et il a mis l'accent sur les différentes approches que les chefs de projet utilisent aujourd'hui pour faire la planification. Et comme vous le voyez sur le camembert qui s'affiche donc à l'écran, 57% des personnes interviewées ont une approche axée sur les livrables. Ce que nous allons évoquer donc dans le cadre de cette session. 28% parlent d'une approche axée sur les phases et puis 9% seulement sur les responsabilités et 6% autres approches. Et ce qu'il faut noter, et ça je me plais à le dire, c'est que ces approches ne sont pas exclusives. En d'autres termes, vous pouvez avoir une approche axée sur les livrables et en même temps pouvoir utiliser aussi une approche axée sur les phases. C'est-à-dire que lorsque j'ai découpé en phases, je peux donc venir chercher donc, à faire une approche axée sur les livrables. Donc, je peux combiner ces approches-là. Bref, pour dire que ce que nous évoquons n'est pas que de la théorie. La démarche qui permet de le faire, c'est d'abord le PBS. Ensuite, une fois qu'on a créé le PBS, on va créer le WBS. Le PBS, c'est quelque chose, on va voir donc dans le concret tout à l'heure. À partir donc du livrable final du projet ou du périmètre du projet et des différentes contraintes, on va découper le projet à travers ces différents composants que nous souhaitons avoir, ou le produit du projet à travers ces différents composants que nous souhaitons avoir. Et puis, on va créer ensuite le WBS. C'est la liste des tâches que nous voulons réaliser. Juste pour information, dans PMI, le PBS n'est pas évoqué de façon explicite. Il parle de SDP, structure de découpage. Mais ça revient à la même chose de façon implicite quand on prend le temps de lire donc, les processus qui permettent donc de gérer la planification du périmètre au sein de PMI. Il y en a 6. Ensuite, après le WBS, une fois qu'on a le WBS, c'est d'estimer donc la durée des tâches. Au passage, je vous rappelle ce qu'on appelle l'équation de planification travail égale à durée multipliée par ressources. Et il y a plusieurs méthodes qui permettent donc de faire l'estimation des durées. Je pourrais revenir sur ces méthodes-là. La méthode Delphi, les estimations à 3 points également. Et ces estimations à 3 points, c'est quelque chose qu'on peut valoriser donc à travers la loi bêta.
ou alors la distribution triangulaire. Et puis ensuite, après, une fois qu'on a estimé la durée, on va élaborer le réseau des tâches. On va donc aller parler du PERT, PERT, Programme Evaluation and Review Technique, ou le MPM ou le Gantt. Mais entre PRT et MPM, aujourd'hui, on ne fait pas trop la différence. On parle de réseau des tâches. Gantt, encore, je vous en parlerai. On verra, je vais vous montrer un exemple sur MS Project tout à l'heure. Ensuite, quand on a élaboré le réseau des tâches, on va déterminer ce qu'on appelle la marge libre et la marge totale. Je reviendrai sur ces termes. La marge libre, sachez que c'est l'intervalle de temps qu'on peut observer dans l'exécution d'une tâche ou après la fin de la tâche, sans que nous mettions donc en péril ses successeurs. Et la marge totale, c'est l'intervalle de temps qu'on peut observer dans l'exécution d'une tâche ou après l'exécution de la tâche, sans qu'on ne crée des difficultés pour la date de fin du projet. Ensuite, après, il y a un autre concept essentiel qu'on évoquera, c'est le chemin critique. Le chemin critique, c'est l'ensemble des tâches pour lesquelles la marge totale est égale à 0. En d'autres termes, dès que j'ai un retard sur une quelconque de ces tâches-là, je vais avoir donc un retard sur la fin du projet. Bref, une fois que j'ai élaboré ça, le réseau des tâches, j'ai un grand pas qui est fait. Je peux élaborer donc l'échéancier où je vais intégrer les jalons s'il y en a. Et puis, les buffers temps, selon donc la nature des risques que j'aurai identifiés. Tout à l'heure, je vous rappelais donc la définition des risques en termes de gestion de projet. Donc, voilà la démarche à contextualiser, bien sûr, en tenant compte à la fois des contraintes du projet et des hypothèses, et à identifier donc aussi par rapport aux risques à gérer dans le cadre de notre projet. Évidemment, dans mon discours introductif, je vous ai montré qu'on passait d'un environnement qu'on maîtrisait plus ou moins vers un environnement VUCA avec beaucoup d'interrogations. Donc, ça veut dire que le projet en lui-même est source de risques. La première étape, donc le PBS, pour dire donc structure de découpage aussi, certains le disent, mais basé sur les composants, sur le produit que nous voulons obtenir. Ça, on va découper donc en sous-composants le produit que nous voulons créer ou le livrable ou les livrables finaux que nous voulons créer en différents composants ou modules, comme on pourrait les appeler. C'est libre à vous, le vocabulaire dépendra donc de votre organisation, de votre entreprise. Et puis, une fois qu'on a fait ce découpage-là, on va transformer ça en WBS. Mais donc, la démarche ici, c'est de créer soit un organigramme des composants, on peut utiliser n'importe quel outil, hein, d'écrire les composants. Une fois que j'ai obtenu donc la liste de tous mes composants, il faut que je sois sûr que j'ai tous mes composants. Sinon, autrement, je n'aurai pas mon livrable, je n'aurai pas mon projet. Une fois que j'ai ça, je vais décrire les composants. Il suffit de prendre un fichier Word ou Excel comme vous voulez. Et en décrivant les composants, on va mettre en évidence les exigences de qualité par rapport à ce que les parties prenantes auront déterminé. Dans PMI, l'identification des parties prenantes est la deuxième chose à faire après l'élaboration de la charte projet. Identifier les parties prenantes, créer le registre des parties prenantes et avoir leurs exigences et pouvoir donc suivre donc, tout ce qu'ils vont dire et faire. Ensuite, déterminer l'ordre de production. C'est ce qu'ils appellent ou ce qu'on appelle le diagramme des flux. Donc, j'ai la liste de tous mes composants et je vais déterminer l'ordre dans lequel je vais réaliser donc tous ces composants-là.
Déjà, en termes de planification, vous voyez que c'est en train de nous permettre donc de pouvoir situer les contraintes d'antériorité dont on va parler tout à l'heure pour élaborer donc le réseau des tâches. Et donc, parmi les outils, celui que j'utilise en tout cas, c'est Xmind, je vous montrerai, mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil ou organigramme des tâches à faire tout simplement, hein. Visio ou tout autre outil, mais Xmind marche vraiment très très bien. Il est gratuit en plus. Et puis ensuite, le jugement d'expert ou les jugements d'experts. Je peux être nommé chef de projet d'un projet de bâtiment, même si je ne suis pas ingénieur en bâtiment. Et puis, savoir la démarche, connaître la démarche de pilotage ou de gestion de projet, et donc appliquer cette méthode. Et quand il s'agira de sujets qui ne sont pas de mon domaine de compétence, je peux donc faire appel à des experts et les solliciter pour m'orienter utilement. Donc, ce sera ces deux outils, mais le premier, Xmind, que nous allons voir tout à l'heure dans la pratique pour faire un PBS, par exemple. Voilà quelque chose que j'ai fait sur Xmind. Un simple découpage pour éviter les aléas du direct. Là, je vais continuer. Quand j'aurai fini, je vous montrerai comment Xmind marche pour pouvoir faire le découpage. J'imagine que certains l'utilisent déjà. Ça, c'est un exemple. C'est bon, tout le monde voit l'écran. Un exemple de PBS pour un projet de création d'un centre de formation avec acquisition d'un local, les formalités administratives étant déjà effectuées. Donc, dans ce que j'ai à faire, ce que j'ai fait ici, tout simplement, dans mon organigramme, je vais dire tout simplement ici, je fais ici le centre, je mets le centre de formation, c'est le produit final que je souhaite obtenir. C'est le PBS, c'est le livrable du projet que je vais faire. Et je vais le décomposer en ces différents composants. Le premier composant, ça peut être par exemple le bâtiment, pour abriter donc ce centre de formation. Le deuxième composant, c'est l'aménagement intérieur de ce bâtiment. Et le troisième composant, c'est les programmes de formation que nous allons avoir. Ensuite, je viens décomposer chacun des composants en sous-composants. Les bonnes pratiques disent tout simplement qu'il n'y a pas à mettre la décomposition au même niveau. C'est-à-dire, c'est pour certains, je peux avoir une décomposition très détaillée. Pour d'autres, je peux me limiter peut-être au premier niveau. Et donc, je vais au premier niveau, j'ai les trois. Ensuite, je prends par exemple l'aménagement intérieur. Je le décompose au deuxième niveau. Meubles de bureau, matériel électronique, logiciel. Et matériel électronique, je viens décomposer au troisième niveau. Et ensuite, matériel IT, je viens le décomposer au quatrième niveau. Et les PC, je peux décomposer au cinquième niveau. Une fois que j'ai fini cette décomposition et que j'estime que ça me convient et que c'est suffisant pour créer donc le livrable que j'ai ici, je vais venir les numéroter. Il doit avoir un seul numéro pour un composant, une numérotation unique. Donc, bâtiment, c'est 1, aménagement intérieur 2, programme de formation 3, et ainsi de suite. Et je descends dans l'ordre de numérotation. Et après, c'est tous ces composants-là que je reprends. L'idée derrière, on va passer au WBS, ce serait beaucoup plus parlant.
Mais la décomposition, le fil conducteur de la décomposition dans les bonnes pratiques édictées par PMI et tous les organismes de gestion de projets également, c'est on décompose jusqu'à un niveau où on rend le travail moins complexe, c'est-à-dire qu'on maîtrise le travail qu'on va avoir à faire en termes d'évaluation, en termes d'affectation des ressources, en termes de suivi également et ainsi de suite. Évidemment, il faut faire attention aussi à ne pas trop décomposer parce qu'après, ça risque d'être complexe à suivre et à gérer. Donc ça, c'est l'expérience du chef de projet. C'est le REX, retour d'expérience, tout simplement, de votre organisation qui pourra vous être utile. Voilà une autre présentation que vous pouvez faire du même centre de formation, là, du même projet tel que je vous l'ai présenté sur le transparent précédent. Mais c'est la même décomposition. Vous prenez celui qui vous convient le mieux. Je vous montrerai tout à l'heure comment je les ai fait tout à l'heure cet après-midi là, hein, sur Xmind. C'est vraiment tout simple à faire. Vous prenez n'importe quel outil pour le faire. Vous avez, voilà. Et donc, vous avez la décomposition. Et donc, chaque composant ici va contribuer à la réalisation donc, de notre projet, c'est-à-dire à ce centre de formation. OK? Ensuite, le WBS, c'était la deuxième étape donc, de notre approche de la démarche que nous évoquions. C'est-à-dire, on a réfléchi aux produits qu'on souhaite avoir et dans PMI, c'est vraiment intuitif. Dans des méthodes telles que Prince2, c'est formel, on passe par là d'abord. Et donc, le WBS va constituer donc à subdiviser le livrable et donc le travail du projet en composants plus petits et plus faciles à maîtriser. Ça devient plutôt là le travail. Dans le PBS, on réfléchissait produit, si je me fais comprendre, et là maintenant, on réfléchit travail. Et donc, on va transformer plutôt le PBS que nous avons créé, s'il est déjà fait, on va le transformer en WBS, c'est-à-dire en ensemble de tâches, en ensemble d'activités. À l'étape précédente, c'était des produits, c'est-à-dire dans le PBS, c'était des produits. Quand je mets ici déjà créé, c'est simplement parce que dans le PMBOK 6, il est intuitif, il n'est pas évoqué de façon explicite. Donc, si vous ne voulez pas passer par cette étape et que vous voulez directement aller au WBS, avec le risque de vous tromper ou de ne pas vous tromper, c'est bien. Ensuite, une fois qu'on l'a fait, on va identifier les tâches nécessaires pour réaliser les différents composants. En d'autres termes, il suffit simplement, si on est parti du PBS, si on a la liste de tous nos composants et qu'on est convaincu de nos composants, il faut, pour réaliser le livrable, il suffit tout simplement donc de les transformer en activités. Et puis, on va décrire donc les tâches. On reprend un fichier Word ou Excel, on met le code, on met l'intitulé de la tâche, on décrit la tâche, on précise les contraintes qu'il y a sur cette tâche-là et les contraintes d'antériorité également. C'est tout ça qui va nous permettre plus tard d'obtenir ce qu'on appellera donc le dictionnaire WBS, qui est tout simplement la liste de toutes les tâches avec les contraintes d'antériorité qui vont avec. Les outils qu'on utilise également ici, c'est pareil. Donc, soit vous entrez par le PBS directement. Moi, c'est par là que je commence toujours. Et puis ensuite, après, vous allez donc les transformer en activités. Donc, Xmind, jugement d'expert et un fichier Word ou Excel pour pouvoir donc... pour le Xmind, on verra, c'est quelque chose qui peut se faire avec vos experts ou avec même votre équipe projet, dans le cas d'un brainstorming classique. Hein.
vous projetez à l'écran et puis ensemble, vous réfléchissez collectivement donc à produire ce résultat pour être sûr que vous n'oubliez aucun composant et que vous ne prenez aussi que les composants nécessaires. On ne va pas utiliser plus qu'il n'en faut, mais on ne va pas oublier de composants non plus. OK. L'exemple de présentation du WBS en partant du PBS que je vous ai montré sur le premier transparent. OK? Donc, voilà cet exemple qui devrait en principe nous permettre de passer de notre PBS au WBS. Dans le PBS, c'était un centre de formation, c'était le produit que je souhaitais avoir. Et vous voyez, j'ai essayé de mettre donc des verbes d'action tout simplement en gardant la même structure. C'est pour ça d'ailleurs que PMI préfère donc passer directement et de façon intuitive, mais au WBS. C'est-à-dire dans les 6 processus qui concernent la planification du périmètre il y a le WBS qui est évoqué, donc finalement vous avez ça, mais après, quand vous lisez de façon détaillée ce qui est proposé, vous avez presque de façon intuitive du PBS. Donc, créer un centre de formation, c'est acquérir un bâtiment, c'est faire l'aménagement intérieur, c'est concevoir les programmes de formation, et puis ensuite acquérir des meubles de bureau pour le premier niveau de l'aménagement intérieur, et ainsi de suite. Acquérir et installer les logiciels, et puis je peux décomposer. Et comme je le dis, on décompose chaque tâche en fonction donc de la complexité que nous pressentons, et on n'est pas obligé de les décomposer toutes au même niveau. Certaines, ça peut être au premier niveau, d'autres, ça peut être donc à un niveau un peu plus élevé. L'acquisition de bâtiments, je peux dire tout simplement acquérir. Peut-être que c'est une prestation que je vais sous-traiter dans le make or buy donc à quelqu'un d'autre. Voilà. Il est important de vérifier que chaque composant est nécessaire. Également, vérifier que l'ensemble des composants est suffisant pour créer le livrable du projet ou les livrables du projet. S'assurer que chaque composant dispose d'un code et d'un intitulé qui sont uniques. Attention également à ne pas faire une décomposition excessive, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui peut rendre la gestion très difficile. Et attention au format de présentation. Vous pouvez le faire comme une liste structurée, comme je l'ai faite, ou alors comme un organigramme. À ce stade, vous avez donc la liste de vos tâches en sortant de là. Et ça, c'était le plus important. On a donc la liste des tâches, les tâches à réaliser. Et donc, maintenant qu'on a la liste des tâches à réaliser, on va estimer la durée de ces tâches-là, la durée de chacune des tâches. Et les estimations de durée, nous avons différentes méthodes. Je vous ai mis toutes ces méthodes-là qui sont évoquées. Je vais juste parler de la 5e et 6e. L'estimation descendante, quand on a l'organigramme, c'est en partant de haut vers le bas, donc c'est vraiment dans les grandes lignes. L'estimation ascendante, c'est beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'on commence à estimer par le niveau le plus bas et on remonte. Et donc après, on a une meilleure visibilité donc, sur ce qu'on fait, puisque l'objectif du découpage, c'était aussi ça, avoir des tâches dont on maîtrise un peu plus l'estimation.
L'estimation par analogie, c'est là où c'est important aussi d'avoir un REX dans votre organisation, dans votre entreprise. Le retour d'expérience est une base de connaissances que vous gardez quelque part. Quand on est en train de réaliser un projet et qu'on va regarder dans ce qui a été fait, si on trouve donc quelque chose qui est similaire à ce que nous sommes en train de faire, on peut donc s'appuyer sur ce qui a été fait pour faire nos estimations. Le paramétrique va tenir compte des spécificités du projet que nous sommes en train de réaliser. Maintenant, les deux derniers, la méthode Delphi. La méthode Delphi va dire tout simplement de mobiliser des experts et ces experts sont supposés ne pas se connaître. On va leur poser la question, par exemple, je veux construire un bâtiment pour abriter un centre de formation dans telle ville, combien ça peut coûter en temps? Chacun des experts va faire une estimation. Et quand ils font leur estimation, vous collectez leurs estimations. Ensuite, vous calculez la moyenne de leurs estimations et vous calculez les cas types de chaque expert par rapport à la moyenne. Vous leur retournez leurs estimations en disant voilà ce que vous avez proposé, voilà la moyenne de toutes les propositions et voilà votre écart type par rapport à la moyenne. On va reprendre une autre itération jusqu'à ce que ces experts-là se mettent d'accord. On dit que les experts se sont mis d'accord quand leur proposition se trouve dans une plage que j'aurais définie en tant que modérateur, en tant que chef de projet, par exemple, moyenne plus ou moins 0,5%, toutes les propositions sont dans cette... Ça fait partie de ce qu'on appelle les méthodes consensuelles. Et je prends cette estimation-là. Il y a également les approches dites probabilistes, par exemple les estimations à 3 points. On va estimer ce qu'on appelle la durée la plus probable, ce que j'ai appelé DP ici. Ensuite, la durée DV plutôt, la durée la plus vraisemblable, ce que j'ai appelé DV. La durée la plus pessimiste, ce que j'ai appelé DP. Et la durée la plus optimiste. Donc, il y a 3 points. Optimiste, pessimiste et vraisemblable. Si on veut faire donc une estimation triangulaire, on additionne ces 3 durées et on divise par 3 pour avoir la durée moyenne. Et puis la distribution bêta qui a été créée par un mathématicien, ce n'est pas l'objet donc de ce webinaire-là pour aller chercher les cadres théoriques, mais qui dit tout simplement qu'on prend la plus optimiste plus la plus pessimiste plus 4 fois la plus vraisemblable, le tout divisé par 6 pour obtenir l'estimation moyenne. Évidemment, rien ne nous empêche de combiner la 5 et la 6, ou même toutes ces méthodes-là qui ne sont pas exclusives, comme je le dis ici. C'est-à-dire qu'on peut effectivement utiliser 2 ou 3 de ces méthodes-là pour arriver donc à identifier toutes nos tâches et leur durée, estimer leur durée. Voilà donc à ce stade où on en est, c'est-à-dire on est parti du PBS, on a décomposé, on a obtenu donc notre WBS, la liste de toutes nos tâches. Et en ayant obtenu la liste de toutes nos tâches, il faut maintenant estimer la durée de chacune des tâches-là en utilisant l'une des méthodes. Et parfois aussi, c'est notre intuition, c'est notre connaissance du métier, c'est notre connaissance de l'environnement qui nous permet de le faire. Ensuite, une fois qu'on a fini tout ça, on va aller élaborer le réseau des tâches. On verra comment ça se fait donc sur MS Project tout à l'heure, en guise de pratique. Et quelques concepts essentiels. Les liens entre les tâches. On a des tâches qui peuvent être dans des liens de type fin-début, des tâches qui peuvent être dans des liens de type fin-fin,
des tâches qui peuvent être dans des liens de type début-fin et des tâches qui peuvent être dans des liens depuis début-début. Ce qui est le plus usuel, c'est le lien de type fin-début. Je resterai sur ça. C'est des concepts que, bon, tout gestionnaire de gestion de projet a intégré. Je fais juste un petit rappel là-dessus pour qu'on puisse avancer. Également, donc, le réseau des tâches va être un graphe orienté du début à la fin. Ensuite, on va avoir ce qu'on va appeler les jalons. Les jalons, en termes de planification, ce sont des événements ou des points significatifs et la durée d'un jalon est égale à 0 en termes de planification. On peut avoir 2 jalons triviaux qu'il faut matérialiser donc, dans la vie d'un projet, dans le planning. Donc, c'est le jalon début et le jalon fin. Dès lors qu'on les déclare comme jalons, leur durée est égale à 0. Voilà par exemple un graphe orienté, mais on verra un cas sur MS Project tout à l'heure. Il se fait en minute maxi. Début, ABC, et puis fin. Et donc A pour successeur B et C, et B et C sont des... A est prédécesseur de B et C. OK? Et donc, on a d'autres concepts, la notion de décalage. Le décalage positif. Tout simplement, quand la tâche A, si je suis dans les liens de type fin-début, quand j'aurai terminé la tâche A, avant de commencer la tâche B qui est son successeur, il faut que j'observe 5 jours. Ces 5 jours-là, je ne peux pas les mettre dans la durée de A, mais je les observe. Je vous prends l'exemple tout simplement donc, de la construction d'un bâtiment. Et donc, si je fais A, la fondation, et je fais plus 5 jours, je passe à B, ça veut dire tout simplement que quand j'ai fini de faire A, je peux observer par exemple 5 jours pour que le ciment sèche avant de commencer à venir monter les briques et ainsi de suite. Dans l'autre cas, l'avance ou ce qu'on appelle le décalage négatif, c'est-à-dire 10 jours avant la fin de la tâche C, il faut que j'ai commencé son successeur D si j'ai mis par exemple sur ce lien-là ce décalage négatif. Ça peut être le cas où par exemple pour un projet, je commande du matériel dans un autre pays qui doit prendre peut-être 10 jours pour arriver pour que je ne sois pas donc en retard. Je peux commencer donc 10 jours avant et ainsi de suite. Ensuite, la caractérisation des tâches. Une tâche, c'est son nom, c'est sa durée, c'est son début au plus tôt, sa fin au plus tôt, son début au plus tard, sa fin au plus tard, sa marge libre et sa marge totale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc la marge totale, qu'on appelle MT également, c'est le temps pendant lequel une tâche peut être retardée sans impacter la date de fin du projet. Et puis la ML, la marge libre, est là. C'est le temps pendant lequel une tâche peut être retardée sans impacter toute activité successeur, comme nous l'avons vu sur le transparent précédent. Et le chemin critique, c'est l'ensemble des tâches dont la marge totale et donc la marge libre est nulle. C'est-à-dire, si la marge totale est égale à 0, la marge libre elle est égale également à 0. En d'autres termes également, c'est le chemin. Et c'est le chemin qui détermine la durée du projet. Donc, toute tâche du chemin critique est considérée comme une tâche critique. Donc, en termes de planification, l'un des éléments essentiels à surveiller déjà, c'est d'abord identifier le chemin critique et puis ensuite, une fois qu'on l'a identifié, il faut le surveiller dans le pilotage. On verra peut-être à d'autres moments
ou à d'autres moments quand on programmera un autre webinaire sur le sujet du pilotage. Un exemple donc de projet de réseau des tâches qu'on pourrait faire. Je l'ai fait, je vais vous le montrer comme on a 5-10 minutes sur MS Project, comment ça se fait. L'exemple sur MS Project, par exemple, de ce projet, je considère que j'ai cette tâche ABCD, EG, avec les contraintes de décalage que vous avez là. Et donc, en faisant sur MS Project, voilà ce que ça donne. Je vais à ce stade-là juste arrêter ma présentation où je termine et puis je vous le montre. Je termine avant de vous le montrer sur MS Project et puis en même temps, je ferai aussi une petite sortie sur Xmind pour vous montrer comment les deux se mettent en place. OK? Et donc ici, j'ai le réseau des tâches et en rouge, MS Project me décline donc le chemin critique qu'il faut surveiller, c'est-à-dire l'ensemble des tâches pour lesquelles je ne peux pas me permettre le moindre retard, au risque de retarder le projet. Une autre présentation du même chemin critique. J'ai affecté déjà les ressources. J'ai imaginé donc en tant que chef de projet les ressources et les compétences dont j'ai besoin pour chacune des tâches et je les ai affectées donc à ces différentes tâches-là. Et donc, quand j'ai fini, il me donne des informations très précieuses pour me dire à quelle heure, mon projet, à quelle date mon projet donc se termine. On a commencé par exemple le 1er juin et on peut terminer donc le 13 juillet avec ces ressources-là. Si ce plan me convient, référence. Tout retard donc sur une tâche du chemin critique se répercute sur la fin du projet, ben, ça je l'avais déjà dit. Et donc, il est nécessité de s'accorder donc une sécurité. Ça me permet d'aborder justement ce point essentiel des buffers. Les buffers qu'on va utiliser ou des tampons qu'on va donc intégrer à notre planning pour essayer de contrôler éventuellement certains aspects du projet si jamais ça devrait conduire à des retards ou entraver donc le succès du projet par rapport aux 6 facteurs qu'on a identifiés. Et ces buffers sécurité donc tiennent compte des risques et du contexte du projet. Si c'est un projet commercial, donc j'ai un client qui a une entreprise et c'est soumis à pénalité, je sais ce que je lui vendrai, donc ce que je lui présenterai comme date de livraison pour ne pas être soumis à des pénalités. Donc, on a différentes approches. Hein. Il y a le buffer projet, mais c'est le tampon temps que je mets sur le chemin critique. Mais il faut que ce soit un tampon global. Je verrai les points de vigilance. Il ne faut pas l'afficher sur les tâches. Et puis ensuite, le tampon temps sur les chemins non critiques, parce que dans le projet, s'il y a des chemins critiques, mais il y a aussi des chemins non critiques, c'est-à-dire des tâches pour lesquelles il y a de la marge libre et de la marge totale. Après, on peut s'accorder un tampon, ce ne sera peut-être pas le même niveau de tampon, n'est pas le même niveau de buffer qu'on fera. Ensuite, on a des réserves de ressources, ce qu'on appelle les resource buffers aussi, qu'on peut. Ça peut être financier, qu'on peut mettre quelque part, hein, au cas où on a un coup dur. Donc ça, c'est à vous d'apprécier en fonction donc des spécificités du projet. Les points de vigilance, juste avant de terminer, et puis faire quelques présentations rapides, 5 minutes sur
Xmind et PowerPoint et MS Project plutôt. Les points de vigilance ici, c'est d'abord mutualiser les buffers. Il ne s'agit pas de faire un buffer par tâche. Si vous faites un buffer par tâche et que les gens savent qu'il y a un buffer, il va avoir tendance à traîner, donc s'appuyer sur ces buffers-là pour dire, oh, si je rate, je sais que. Ensuite, déterminer les buffers selon les risques et le contexte. Est-ce que c'est un projet que je réalise en interne? Est-ce que c'est un projet que je réalise avec un contrat commercial? Avec donc des pénalités qui pèsent sur ma tête, donc qu'est-ce que je fais? Ensuite, la question, hein, je ne vais pas avoir de réponse. Masquer donc les buffers ou jouer la transparence. Quand je dis jouer la transparence, est-ce que je fais savoir à mon équipe qu'il y a des buffers ou alors je gère les buffers en tant que chef de projet à ma discrétion? Voilà ce que j'avais voulu partager avec vous. Avant éventuellement de passer aux questions, peut-être Kevin, si vous le souhaitez, je peux prendre 5 minutes pour basculer sur MS Project, vous montrer quelques éléments rapidement. Kevin? Oui, je pense que les participants sont pour. Hein. OK. Sauf si on regarde une observation contraire dans le chat. Ça va permettre un peu de voir comment est-ce qu'on peut appliquer toute cette théorie-là. OK. Et n'hésitez pas s'il y a des questions. J'ai déjà 2 questions dans le chat et je profite de répondre à, je crois que c'est Antonin Djouka. Oui, vous aurez l'enregistrement. Cette fois-ci, l'accès au webinaire a été fait sur demande d'inscription pour qu'on ait vos adresses email. Vous aurez la présentation et l'enregistrement. OK. Il y a deux outils que j'ai évoqués. Je vais vous les présenter. Ça, c'est MS Project. Je l'ai fait, c'était pour une question de temps. Le même projet que je vous ai présenté. Après, j'ai fait les captures d'écran. Là, c'est les mêmes captures d'écran que vous avez vues dans ma présentation là-bas. En général, pour aller à la pratique, quand on arrive sur MS Project, c'est un outil très complet à ne pas comparer donc avec des outils de type Gantt Project et autres qui sont vraiment des gadgets par rapport à ça. Quand on arrive sur MS Project, la première des choses à faire, c'est aller configurer l'environnement du projet. Et configurer l'environnement, c'est bon, tout le monde voit mon écran MS Project. Kevin, si tu me le confirmes, je pense que ce serait bon pour tout le monde. À mon niveau, c'est bon. D'accord, ok, donc je suppose que tout le monde le voit. On va dans le fichier options. Et dans le fichier options, on a général. Et dans général, on va configurer le format de date. Si on a un projet qui se réalise dans un environnement international, on va prendre un format de date adapté. Ensuite, dans affichage, on va aller modifier la devise dans laquelle nous faisons le projet. Par défaut, la version française arrive avec l'euro. Et donc, là où il y a EUR, vous avez toutes les devises qui sont enregistrées. Et donc, vous pouvez donc sélectionner la devise qui concerne donc votre projet et l'environnement dans lequel vous utilisez votre projet. Ensuite, et le point essentiel, c'est échéancier. Par défaut également, la version française arrive avec les 35 heures, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays francophones. Donc, vous allez modifier certains aspects. Ici, vous avez la semaine commence le. Ça, c'est dans certains pays, notamment du Maghreb, on peut commencer la semaine, non pas un lundi, mais à un autre jour de la semaine. Et puis l'exercice fiscal, là où ils mettent l'exercice commence en janvier, c'est l'exercice fiscal. Ensuite, le début par défaut, c'est le début par défaut de la journée. Est-ce qu'on commence à travailler à 8h, 8h30? Et la fin par défaut de la journée, est-ce qu'on travaille jusqu'à 18h? Tous ces éléments sont importants parce que ça va permettre plus tard de calculer ce qu'on appelle les heures complémentaires ou bien les heures supplémentaires. Il faut payer donc à chaque ressource. Ensuite, le nombre d'heures par jour, par exemple 7, comme je disais, 35 heures, donc ça fait 7 et 35 heures.
Si vous avez besoin de modifier pour travailler 8 heures, vous mettez 8 et 40. Les 20 jours par mois, ça, ce n'est pas nécessaire que vous modifiez, ce n'est pas grave. Ensuite, en dessous, vous avez, là où je bascule mon curseur, là, sur l'écran, afficher la durée en jours. Il y a les durées, on peut faire donc semaine, mois et ainsi de suite. Ça, c'est libre à vous. Ensuite, type de tâche par défaut, unité fixe, durée fixe ou capacité fixe. Il y a une équation, quand tout à l'heure, je vous parlais donc du travail, je vous disais ce qu'on appelle l'équation de planification. C'est travail égal à durée multipliée par ressources. C'est les trois paramètres-là que vous retrouvez ici. Travail, durée et unité fixe. L'unité fixe, c'est les ressources qu'on affecte. Évidemment, quand on a fait tout ça, il faut décocher. Les nouvelles tâches sont planifiées et sont pilotées par l'effort parce que ça équivaut donc à travail fixe, l'effort en fait. Quand j'ai fini ici, c'est simplement OK. Et puis ensuite, quand j'ai fini de faire OK là, je vais dans Projet, Projet, Information sur le projet, Projet, Information sur le projet. C'est là que je vais aller définir le type de planification. Est-ce que je fais une prévision à partir de la date de début ou bien je fais une prévision à partir de la date de fin? Si c'est une prévision à partir de la date de fin, je fais un rétro-planning. Ensuite, je m'arrête à ça. Vous voyez, il y a d'autres concepts ici. La date d'état. La date d'état n'est pas fixée, c'est marqué NC pour dire non communiqué. En gestion de projet et plus tard dans le cadre du pilotage, lorsqu'on va parler des indicateurs de la valeur acquise, l'EVM, les RTE et autres, on va aller fixer une date d'état et en fonction de cette date d'état, on va aller calculer les indicateurs de la valeur acquise pour savoir où on en est par rapport à la consommation des ressources du projet, les ressources financières, les ressources temps. Mais ça, c'est quand on a fini et qu'on est dans le pilotage. Pour l'instant, au niveau du plan, donc on ne touche pas à ça. Le calendrier, on a la possibilité de mettre différents calendriers, 24 heures, type de nuit, équipe de nuit, et ainsi de suite, calendrier standard. Je ne touche pas à ça. Priorité 500, c'est la priorité simplement, hein, le niveau des priorités, puisqu'on peut avoir à gérer plusieurs projets. Et puis ensuite, après, quand j'ai fini ça, je vais toujours dans projet. Je vais aller vite pour gagner du temps parce que modifier les horaires de travail. Vous avez deux onglets ici, les exceptions. C'est dans les exceptions que vous allez rentrer tous les jours fériés ou les jours non travaillés sur le projet. Et pour le même projet, si je mets n'importe quoi, test, et je viens dire que ça commence le 1er juin, j'ai la possibilité d'aller dans le détail pour aller lui dire que c'est le 1er juin de chaque année. C'est bon? Ou alors définir que c'est hebdomadaire et donc et dire au bout de combien de temps ça s'arrête pour que ça couvre toute la durée du projet. Et puis ensuite, quand j'ai fini ça, je vais dans semaine de travail. Dans semaine de travail, je prends par défaut, je vais aller lui dire quels sont les horaires de travail. Donc, moi, j'ai maintenu que c'est de 9h à 12h et puis de 14 à 18 pour avoir les 35 heures. Mais vous auriez bien pu changer, choisir même les jours pour lesquels vous travaillez sur votre projet. Ça peut être même un dimanche. Et quand vous avez fini ça, c'est là que vous faites OK. Et tout ce travail de configuration du projet est à faire avant de venir saisir donc, les différentes tâches du projet. Et donc, quand on a saisi les différentes tâches du projet, on a toutes les informations ici et on a donc notre diagramme, on a notre plan et MS Project gère jusqu'à 11 plannings de référence. C'était ça l'objectif donc de notre séance d'aujourd'hui. Vous avez 11 plannings de référence. Il suffit simplement d'en valider un. C'est-à-dire, j'aurais pu, les ressources, j'ai saisi toutes les ressources et je les ai affectées aux tâches hein, pour qu'on puisse avoir le temps de discussion. Je m'arrête à ça. OK?
Voilà. Et donc, une fois que j'ai validé ça pour lui dire que c'est mon planning de référence, je suis donc à la fin de ce séminaire d'aujourd'hui. Kevin, je te laisse la main pour les questions. Kevin? Oui, je suis là. Disons que j'étais en train de prendre mes dernières notes sur le planning de référence. Donc, merci, docteur Etienne, pour ce webinaire, on va dire mini-séminaire. J'ai à mon niveau une question au niveau du chat questions-réponses. Il y a Stéphane Inguesson qui demandait s'il est possible de combiner un PBS et un WBS dans EastMind ou Mind Manager. Je n'ai pas bien saisi ta question. Est-ce qu'il est possible de combiner un PBS et un WBS dans un outil de planning, que ce soit EastMind ou Mind Manager? Ben oui, bien sûr. Je l'ai fait. S'il n'y a pas d'autres questions et que j'ai le temps, hein, je peux prendre 2 minutes aussi pour vous créer un PBS directement comme je l'ai fait là sur XMind. D'accord, donc je reprends les autres questions et puis vous allez voir comment répondre une OK. fois. D'accord, donc j'ai Elvie Bomo qui rappelle que vous n'avez pas réalisé la présentation de EastMind. Pourquoi où c'est possible? OK, je vais le faire. On a Julien Boué qui a une question pratique. Donc, je lis textuellement. J'ai mon entreprise qui doit équiper un site en rideau de maison. Comment est-ce que je peux faire une planification concrète de ce projet? C'est du consulting, ça. D'accord. Du coup, on tombe sur la question de Julien Boué, toujours, qui demandait si vous faites des formations certifiantes. Oui, je me suis pas présenté, c'est vrai qu'on est allé très vite là-dessus. Je suis PMP instructeur, donc formateur PMP. Je travaille avec 2 gros cabinets ici en France, Segos, Orsis et un prestataire de services qui s'appelle EHEAD Technologies. Et à côté de ça, je suis également entraîneur, donc formateur Prince2, pour préparer les candidats à la fois PMP pour le PMP instructeur et puis Prince2 pour faire la foundation et la practitioner. D'accord. Donc, Et est-ce que vous travaillez avec des cabinets? Je pense Julien Boué, s'il est possible de confirmer dans le chat. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que... en Côte d'Ivoire, oui, j'ai eu un partenaire là-bas pour lequel, en septembre, je suis venu animer 2 semaines de session. Mais tout ça, c'est à voir en fonction donc des agendas, parce que ici, par exemple, tout le mois de juin, je suis booké avec Segos, avec Orsis et puis Technologie, là, jusqu'à la fin du mois de juin. On a un planning qui va même là jusqu'en septembre, donc ça dépend des périodes. Après, il faut savoir. Mais effectivement, ça m'intéresserait de pouvoir le faire. J'accompagne, modestie mise à part, là, j'ai quand même beaucoup de succès avec les candidats là que j'accompagne. Pour ceux qui passent l'examen, parce qu'il y a plusieurs paramètres après l'examen, il y a certains qui sont en plein doute. Voilà. D'accord. Donc, en attendant que vous puissiez répondre aux autres questions, sinon, je réponds déjà à Razaki pour dire que on va vous partager via le mail que vous avez utilisé pour l'inscription les éléments de la présentation vidéo et PowerPoint. Donc, je complète avec la question de Mesa. Oui. Comment faire pour passer la certification PMI?
Prince Tour, et il y a 2 personnes qui aimeraient que vous repreniez les explications sur le buffer. OK, d'accord. Okay. Pour la certification PMI, la première chose que je peux vous engager à faire, c'est aller regarder sur le site de PMI, donc pmi.org. Kevin va peut-être le mettre dans le chat pour que vous l'ayez, pmi.org. Et quand vous arrivez sur pmi.org, il va donc vous spécifier, donc vous allez dans certification, il va vous spécifier les conditions pour passer la certification. La certification PMP, elle est très exigeante parce qu'elle va vous demander d'avoir au moins 36 mois de pratique en management de projet. Et puis ensuite, vous montez votre dossier. Le dossier va être accepté. C'est 4 heures d'examen qu'il faut préparer, donc il faut être bien préparé, sans document. Ensuite, une fois que vous l'avez, bon, mais après, c'est les PDU pour des sessions telles que ce que nous faisons. Hein. C'est la formation que vous suivez, c'est plusieurs aspects donc, qui vous permettent donc de maintenir votre certification. C'est valable 3 ans. La deuxième question, Kevin, je ne l'avais pas noté, c'était donc ça, c'était pour le PMI. Donc, je peux répondre rapidement. Oui. Il y avait la question de Julien. Bon, je pense que vous êtes parti pour un consulting inbox, sauf si vous pouvez brosser rapidement. Non, Je pense que... on va faire une box. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il est 54. OK. Donc, il y a la présentation de sur Xmind, si c'est possible de le faire. Ouais, Xmind, donc c'est bon, vous voyez mon écran? C'est bon pour moi. OK, si c'est bon pour Kevin, ça veut dire que c'est bon pour tout le monde. En principe, quand on arrive là, je vais même prendre nouveau, c'est, voilà, je pars sur un nouveau, voilà, quand j'arrive là, voilà, mon écran se présente là, c'est la carte mentale, hein, et moi, je vais aller chercher organigramme. Donc, OK? Donc, ce que j'ai fait, je prends organigramme, j'ai tout. C'est gratuit, c'est un petit outil gratuit, vous pouvez télécharger si votre ordinateur le permet. Si c'est un ordinateur de bureau, vous demandez à votre administrateur système de vous autoriser à le faire. Et puis voilà, sujet central. Vous pouvez faire tout avec hein, votre mind mapping là. Moi, je mets ça, sujet central, j'ai toute mon équipe en face et puis je dis, je projette donc à l'écran et puis on commence à réfléchir. Donc ici, on a dit centre de formation. C'est bon, vous voyez tous l'écran. Et donc, centre de formation, un centre de formation, c'est quoi? Moi, je suis chef de projet, je peux ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans un centre de formation. Et donc, c'est un peu comme un brainstorming. Chacun va envoyer ses idées. Et je les note au fur et à mesure. Sujet 1, c'est, je disais, donc le bâtiment. Et sujet 2, ensuite, en plus du bâtiment, il faudrait quoi d'autre? Par exemple, le contenu plan de formation, et ainsi de suite. Après, quand je clique sur ça, il suffit d'appuyer sur Insert, et puis, je vais insérer donc des éléments en dessous. Sujet plan de formation, mais le plan de formation, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Par exemple, ce qui va concerner le management, ce qui va concerner le pilotage de projet, ce qui va concerner les outils techniques, et ainsi de suite. Après, je peux prendre chacun et puis descendre. Il suffit d'ajouter insert chaque fois et puis j'insère autant de choses que je veux. Ce qui est bien dans cet outil, quand j'ai fini... Docteur, pardon. Oui? Je pense qu'on a l'écran figé à notre niveau. On est encore sur la page avec créer un centre de formation et le menu de base à droite, le menu 4. Ah oui? Et là, la souris ne bouge pas également. Ah oui? Ça, c'est des problèmes techniques, les aléas du direct.
Bon, je supprime le partage et je reprends. D'accord. Je profite, lis une contribution de quelqu'un pour meubler le temps. Ah, vous Oui, êtes déjà de retour. Donc, c'est bon. Après la présentation. c'est bon, c'est toujours visible ou pas? Ça a bougé? Oui, là, c'est visible. OK. Donc voilà, j'avais commencé donc voilà un pilotage de projet, outils techniques. Il suffit simplement d'appuyer sur chaque composant, appuyer sur Insert. Il va insérer donc des sous-composants. Et comme je disais ici, quand je vais donc en sous-sujet, et j'ai dit en sous-sujet, dans carte, j'ai la possibilité, et c'est ce qui est intéressant, de changer complètement de présentation. Ce qui me convient. Est-ce que j'ai envie d'autre chose ou pas? Donc, ici, je l'avais sous forme d'organigramme et je souhaite que ça se présente autrement, par exemple, comme ça. Vous voyez ce qui ça a changé simplement, au lieu de que ce soit un organigramme, c'est bon, tout le monde voit l'écran, ou du moins Kevin. Oui, c'est bon. Voilà. Et donc, j'ai mon planning, enfin mon planning, mon PBS, ça c'est centre de formation. Ensuite, après, je le sauvegarde. Je peux même le transformer en PDF. Je le sauvegarde. Et une fois que j'ai sauvegardé, je peux reprendre ça en le transformant en WBS, c'est-à-dire créer un centre de formation. Comme on avait fait, je vais venir ajouter entre la différence entre le PBS et le WBS. Le PBS, je réfléchis produit et donc composant. Le WBS, j'ai réfléchi travail, j'ai réfléchi tâche et donc différentes décompositions donc des tâches à réaliser. OK? Kevin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je te laisse reprendre la main? Oui, il y a des questions et contributions. Donc, je vais aller par l'ordre de 5. Déjà, je prends la contribution qui sûrement va te permettre de revenir sur le périmètre de ce webinaire. Donc, déjà, je lis textuellement. Bravo pour la présentation, docteur. Comme contribution, il serait plutôt plus pertinent de parler d'échéancier que de parler de planification qui est plus vaste. On ne peut pas parler de planification sans parler des autres domaines de connaissances. Tout à Entre fait. parenthèses, je cite risque, partie prenante, qualité, communication, approvisionnement. Tout à fait. Oui, je n'ai rien à ajouter. C'est pour ça, d'ailleurs, s'il regarde à la fin du séminaire, là, c'est-à-dire les transparents 22 et 23, au moment où j'ai commencé à parler des buffers, là, j'ai commencé à parler donc de l'échéancier. Je suis d'accord avec lui. OK. Et j'ai Et la quelqu'un qui demande, planification regroupe différents aspects touchant donc les 10 domaines. OK? OK, j'ai quelqu'un, enfin, plus d'une personne qui demande à ce que vous puissiez réexpliquer les buffers. Le buffer, tout simplement, c'est, comme je le disais, lorsqu'on a fini et qu'on a identifié le chemin critique et l'ensemble donc des différentes tâches à réaliser, celles qui sont critiques et celles qui ne sont pas critiques. Le buffer, c'est une sécurité qu'on va se donner pour ne pas se retrouver donc à avoir du retard qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, on se donne un temps qu'on va gérer en plus qui va servir soit de marge. Mais c'est sur le chemin critique, il n'y a pas de marge. Les marges libres et marges totales sont nulles. Donc, si je le laisse tel que c'est,
et que je continue, au moindre risque, au moindre menace, le projet peut se retrouver donc en difficulté. Alors que je peux m'accorder donc ce buffer temps, j'irai à ma discrétion, hein. Parce que si les gens savent, comme je le disais dans l'exposé, si les gens savent qu'il y a un buffer temps, ils auront tendance à laisser donc traîner les choses en se disant, ouais, si au lieu de commencer à 20h30, on commence à 20h45, on a 15 minutes de plus, on peut aller au-delà. Alors que bon, quand on sait, ils se disent, c'est ça, ils fonctionnent sous contrainte. Et donc, après, ils savent donc, voilà l'idée du buffer. Après, on peut donc ajouter ce buffer-là de façon mutualisée, c'est-à-dire je mets à la fin une tâche fictive. Et si c'est dans un environnement commercial, un projet que je m'en vais vendre à un client, je m'ajoute ce buffer-là, c'est-à-dire je sais la réalité, je sais que je peux finir sans ce buffer. Mais c'est ma marge de sécurité, moi. Il y a une tâche fictive que j'ajoute là. Je ne peux pas mettre l'idée, certains disaient, j'ai vu un ouvrage hyper intéressant d'ailleurs que je peux vous suggérer dans le document qu'il vous transmettra, la planification dynamique, mais certains disaient de mettre soit dans la durée des tâches, c'est-à-dire surestimer donc les tâches. Or, si vous surestimez les tâches, ça va avoir un impact sur les coûts. Et donc, après, il faudrait donc voir tout de suite. Et si vous surestimez les tâches, vous dites à quelqu'un, la tâche, c'est 10 jours au lieu de 8 normalement connus. Les 2 jours, il faut les facturer tout de suite et lui, il va vous les faire avec les 2 jours à facturer. Donc, le buffer temps, on se l'accorde juste pour avoir une sécurité en termes de gestion. D'accord, c'est bien noté. Donc, je rappelle pour les participants que les informations sur le webinaire leur seront partagées après, une fois qu'on aura reçu l'enregistrement qui se fait dans le cloud à partir du Zoom. Vous aurez, je confirme avec vous, docteur, la présentation. Oui, je mets ça en PDF et puis je vous le fais passer. Comme ça, vous le D'accord. transmettrez. OK. Et j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce qu'il y a une norme qui limite la durée des tâches estimées dans un WBS afin de ne pas exagérer du moins dans la décomposition? Ah non, non, non. Il n'y a pas de norme et je reprends là-dessus. C'est à vous d'apprécier, c'est selon donc les spécificités du projet, selon donc ce que vous avez comme base de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les méthodes de gestion de projet, il est recommandé qu'à la fin, dans votre organisation, vous créiez ce qu'on appelle la base, le REX, le rapport des retours d'expérience en fait. Et c'est tout ça là, cette base des retours d'expérience qui peut vous servir pour alimenter, et ça fait partie des OPA pour les entreprises. Hein. PMI insiste là-dessus également. D'accord. Merci bien. Je pense avoir repris toutes les questions. Juste J'envoie un avant nouveau de message. conclure, parce que je pense qu'il faut le donner là, comme ceux qui sont certifiés PMI, que ce soit CAPM ou bien PMP, je pense qu'ils vont vous transmettre, je l'engage à le faire, hein, comme on appelle, un code pour réclamer vos PDU. Oui, pour cet event, il est prévu 1,5 PDU. Donc, pour ceux qui sont certifiés, c'est pour ça qu'on a demandé vos PMI ID. Sinon, si vous vous êtes enregistré sans le PMI ID, il faudra après, je laisse un mail dans le chat, nous écrire au cas où vous n'aviez pas le PMI ID pendant l'inscription. OK. Même s'ils n'ont pas mis leur PMI ID, en principe, dès que tu auras le code
pour faire le claim du PDU, là, et tu peux leur transmettre, ça suffira. Donc, quand ils vont sur le site Report PDU, ça suffira donc pour le faire. En fait, vu que dans la liste, je ne saurais pas qui est certifié ou même Non, mais qui tu est envoies à membre tout le déjà. monde. D'accord, on verra bien. D'accord. Donc, je parcours rapidement le chat et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Le LinkedIn Là, du le projet est en train doc. de prendre du retard, hein? Ou bien tu avais mis Oui, un buffer. oui, j'avais mis un buffer. Donc, déjà, pour les nombreuses questions, je suis sûr que c'est pour vous permettre de mieux comprendre. On va partager le LinkedIn du docteur et je le rappelle, dans le mail qui va suivre, vous aurez la présentation, le Oui, lien vers notre chaîne YouTube et probablement celui de PMI Paul Brest. OK. Pareil pour le site Internet et tout ce qui vous permettra d'avoir plus d'informations. Et je vous invite aussi à rejoindre le PMI parce qu'il y a des plateformes qui permettent d'avoir des informations, des templates comme projectmanagement.com. Aussi rejoindre le chapitre Côte d'Ivoire. Au chapitre Côte d'Ivoire, on s'efforce de faire un événement au moins chaque mois et je pense qu'on aura bien plus qu'un événement. Vous pouvez OK. nous joindre sur nos pages Facebook, LinkedIn. Je rappelle cela aussi dans le chat. Maintenant, est-ce que le professeur a un mot pour la fin? Ben, écoutez, moi, je n'ai rien à ajouter, hein. J'ai tout simplement, je transmettrai donc le PDF à Kevin qui vous fera suivre et puis j'indiquerai mon contact mail au passage, comme il le dit, je suis le responsable du pôle PMI de Brest, donc également joignable aussi à travers deux mails, deux adresses mail. Et puis voilà. Merci pour votre accueil, merci pour ces échanges. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter d'autres aspects dans la prolongation de ce que nous avons évoqué là, c'est-à-dire le pilotage même du projet, c'est-à-dire rester éventuellement focus donc sur le pilotage et les indicateurs de la valeur acquise. OK. Et professeur, pardon, docteur, on profite pour le rappeler. C'est une formation en deux sessions. La deuxième, si vous pouvez nous en dire plus là-dessus. Ben, les indicateurs de la valeur acquise, je ne vais pas les évoquer maintenant, mais c'est que quand on a fait tout ce plan, un peu comme ce que je vous ai présenté sur MS Project que j'aime bien, une fois qu'on a fini ce plan-là, on va commencer donc, si c'est validé, on va soumettre donc le plan pour dire, voilà, si on commence le 1er juin, on va terminer à telle date. On va devant donc notre sponsor ou notre comité de pilotage qui valide donc ce plan, le PMP là. Et donc, une fois que c'est validé, on va passer à l'exécution donc du projet. Donc, jusque-là, on était en train de réfléchir qu'à la phase de réflexion. PMI définit 5 groupes de process. Il y a la partie initialisation qui compte deux processus. Ensuite, il y a la partie planification qui compte 24 processus. Et aujourd'hui, j'ai fait un focus, c'est pour ça que je disais que j'étais d'accord avec notre ami qui me parlait de l'échéancier. J'ai fait un focus beaucoup plus sur l'échéancier. Et puis ensuite, il y a les groupes de processus d'exécution qui sont 10. Et puis, il y a la maîtrise et le contrôle, il y a 12. Et puis, un seul processus pour la clôture du projet. Donc, ce qu'on va voir dans le prolongement de ces webinaires, il suffit donc de s'accorder sur une date plus tard, c'est aller gérer les indicateurs. On commence à piloter le projet, maintenant on va aller gérer donc les indicateurs, les KPIs et autres, mais ces indicateurs-là, en termes de gestion de projet, c'est des indicateurs normés, notamment les EVM, Earned Value Management, les indicateurs de la valeur acquise traduits en français, qu'on va donc identifier aux dates d'état
le CBTP, CBTE, CRTE. Calculer ensuite le VC, l'indicateur de coût, la variance, les cas de coût, et puis ensuite les cas de planning, les interpréter. Je vous montrerai comment ça se fait, en quoi ça consiste déjà, et puis comment ça se fait sur MS Project ou tout autre outil que vous pouvez utiliser. Mais le principe est le même, c'est des indicateurs connus donc, dans toutes les démarches de gestion de projets sérieuses. OK? OK, c'est bon. Je pense pour les autres, donc, le mail va partir ce soir. Donc, une fois que le mail vous sera envoyé, vous pourriez poser la suite de vos questions pour respecter le temps. Dès que le buffer qu'on s'était permis, c'est 10 minutes. Sauf si docteur le permet, d'aller un peu plus. J'ai une question dans le commentaire, une main levée en fait. Ben, écoute, pour ne pas abuser du temps des participants, D'accord? je pense qu'on a fait le tour et évidemment, ils auront mon mail si certains ont envie qu'on échange par mail. Je mettrai donc mon adresse et mail directement dans le Dans le PDF. chat? Ouais. Ok, d'accord. Dans la présentation, on va dire. Oui. Ok, c'est bien pris. Quant à moi, et je pense pour les autres aussi, c'est fut un plaisir de partager ce temps avec vous, d'en Merci. apprendre sur la planification. On est impatient que la date de la session en présentiel soit annoncée pour le bonheur de ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et on veillera à peut-être produire la version vidéo qui sera mise sur la chaîne YouTube qui vous a été partagée OK. dans le chat. Et tout ça, on va faire l'effort de vous le rappeler dans le mail. Et s'il y a une information qui manque, n'hésitez pas à nous contacter surtout. Merci pour docteur, pardon. Ouais. Et merci à tous pour, malgré la charge de travail, nos activités chronophages, d'avoir eu le temps de partager cette session avec nous. On était jusqu'à 100 participants et vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir modéré cette session. Merci à tous et bonne soirée. Merci et bonne soirée à tous aussi. Au revoir. Au revoir.